C'est bon? Bonsoir à tous, merci d'être là, merci à Deezer de nous accueillir. Courage, je vois deux talks, ça serait un peu plus axé informatique. Je vais supposer que tout le monde ici sait ce que c'est qu'une API, ou en tout cas est un peu familier avec le terme. Si vraiment ça vous dit rien, levez bien haut la main, j'ai une idée. Très bien. Quelques éléments de définition pour commencer. Une API, quand j'entends API, dans le cadre du talk, je dis API RESTful basée sur HTTP. On peut imaginer d'autres formats, l'API c'est un peu vieux comme le monde, là on est vraiment sur ce cadre-là. Et par concevoir une API, je vais vraiment me focaliser sur la partie design, la partie énergie de l'iceberg, vraiment ce qu'on voit et non pas tous les rouages internes, toute l'implémentation en dessous de l'API, en termes de infrastructure, scalabilité, sécurité, etc. Quelques mots sur moi, je suis consultant chez Palo IT, je suis évangélisateur, architecte sur la SOA et les API depuis 3-4 ans. Et en ce qui concerne les API, je suis souvent surpris par ce que je vois chez les clients en termes de pratique et de conception et de développement. Pour continuer sur ces mauvaises élèves, ces mauvaises API, j'ai envie d'en citer quelques-unes. L'API nostalgique de SOAP, c'est-à-dire un peu l'API qui a décidé de faire du reste comme il faisait du SOAP, avec des opérations en mode post, complètement axé grosses enveloppes XML. Un autre exemple, l'API miroir du système d'information, c'est-à-dire l'API qui a pris en gros toutes les données du SI et qui les expose un peu telles quelles, pêle-mêle, sans filtrer, sans les expliquer, sans rien du tout. Un troisième exemple, c'est l'API qui a été faite pour un consommateur, typiquement l'API qu'on a faite pour l'application mobile de la boîte et dont on s'est dit qu'on pourrait s'en servir pour le reste du monde. Et évidemment, ce n'est pas forcément fait pour d'autres consommateurs. Et enfin, l'API que j'appelle un rétro-engineering soi-même, c'est-à-dire l'API qu'on a fait en mode hyper large en disant on met plein de trucs dedans hyper génériques, ça va servir de toute manière, et au final, ça devient tellement complexe, tellement pas guidé que c'est devenu inutilisable. Donc on a là quelques exemples de mauvaises API, en tout cas des API qui sont pas faciles à comprendre, qui répondent pas à les bonnes pratiques aujourd'hui qu'on a sur l'API RESTful. Ce que je vais essayer de faire ce soir avec vous, c'est d'identifier un peu les causes pour ce type de mauvaises API. Et j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que selon vous, c'est un problème de technologie? Et je vais vous donner des éléments de réponse après. La main bien haut, ceux qui pensent que c'est un problème de techno? Effectivement, ce n'est pas un problème de techno. La techno, elle est prouvée. Si on parle d'API basé sur HTTP, on est sur des choses qui sont à peu près aussi vieilles qu'Internet. Le format JSON également, c'est aujourd'hui quelque chose d'assez connu et pas particulièrement compliqué. Sur les briques de sécurité, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, ce sont des standards établis et prouvés. Rien de nouveau de ce point de vue-là. Les évolutions à venir de type HTTP2 ne vont pas changer, ne changent pas aujourd'hui la donne. Ce n'est pas la techno qui est le problème. C'est quelque chose éventuellement sur lequel il faut de la formation, mais qui n'est pas nouveau ou qui n'amène pas la complexité aussi aujourd'hui sur les API. Est-ce que ça peut être un problème de concept, selon vous? Oui, un peu. C'est effectivement un point d'attention, les concepts, parce que c'est pas forcément évident, reste. C'est pas un standard comme SOAP, c'est pas quelque chose qui fonctionne, qui est clair out of the box. C'est quelque chose sur lequel il faut prendre un peu de temps pour comprendre les concepts théoriques, et Dieu sait qu'il y a la littérature sur ce sujet. Tout ce qui est URI, ressources, représentation, les méthodes du protocole, l'hypertexte, hypermédia, ETOS, tout ça, c'est la même chose, ou les problématiques de transfert de session. Quand on est un petit peu amené à faire avec REST, on va voir tout ça et on peut facilement s'y perdre. Mais ce qui est important, c'est de bien choisir les bonnes pratiques adaptées à votre contexte à vous, votre projet, sur les ressources, sur le HTTP, les headers, sur la session, le versionning. Serait-ce un problème d'outillage, selon vous? C'est un peu comme les concepts, c'est-à-dire que c'est un point d'attention assez important, mais ce n'est pas le problème majeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, mais il y en a 3 principaux. Il y a 3 formats principaux, 3 écosystèmes principaux. Faire le choix de l'un de ces 3 écosystèmes, c'est faire un bon choix. Vous prenez pas de risque. Parce qu'ils sont utilisés, ils sont éprouvés, ils sont maintenus, il y a une communauté derrière, et ils tendent déjà à fournir les mêmes capacités, donc que vous utilisez l'un ou l'autre, au final vous allez retrouver un peu les mêmes facilités
sur le format de spec, les parseurs éditeurs, générer du code de la doc, ou vous intégrer avec votre langage préféré. Plus important encore, ils tendent à apprendre les uns des autres et à converger. Aujourd'hui, Swagger est devenu l'Open API format, et on peut imaginer que les deux autres derrière vont un petit peu s'inspirer de ça ou les rejoindre. Donc l'écosystème bouge et il tend un petit peu à devenir unique. Globalement, ce n'est pas une problématique forte. Plus important, on a vu que ce n'était pas la techno, ce n'était pas les concepts, ce n'était pas l'outillage, ça reste un problème de méthodologie. Selon vous? Oui, d'accord. C'est effectivement très souvent, dans ce qu'on voit, un problème de méthodologie, ou plutôt d'absence de méthodologie. On peut imaginer plein de choses, top-down, design first, bottom-up, code first, test-driven, ce que vous voulez, il y a plein de possibilités. Mais au final, ce qui importe, c'est d'identifier ce qui va faire le succès de votre API. De vraiment voir dans le cadre de votre besoin, qu'est-ce qui va un peu guider les priorités pour votre API. Et ce sont des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, celles par lesquelles il faut commencer, sur lesquelles il faut vraiment étudier le besoin et vraiment exposer les données liées à ces fonctionnalités-là précises. Est-ce que c'est le fait d'avoir une communauté de développeurs, notamment si vous faites une API ouverte, et pour laquelle vous avez besoin d'une communauté de développeurs qui va relayer, qui va rendre populaire quelque part votre API, afin que les gens utilisent vos données, la fameuse développeur expérience, la DX? Ou est-ce que c'est au final plutôt sur une API soit ouverte, soit interne, mais une API qui se base sur un SC existant, avec des équipes déjà existantes, des données, des infrastructures déjà existantes, et au final votre challenge ce sera plutôt d'éduquer les gens, notamment à la prod, d'anticiper les problématiques de sécurité, comment récupérer ces données, comment les exposer à travers les gateways, etc. Ou un mix des trois. Tout ça, ce sont des exemples de ce qu'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on doit faire une API. Mais il faut vraiment avoir en tête quels vont être les points d'attention forts vraiment qui vont faire le succès de l'API. Dans tous les cas, il faut prototyper et itérer derrière. Vous allez utiliser les vrais jeux de données sur des vraies plateformes cibles, des vrais consommateurs, les fameux early adopters, sur des vrais cas de test. Là-dessus, sans utiliser des mots-clés, appelez ça agile, appelez ça lean, mais c'est vraiment les vrais principes qui vont faire le succès du truc, c'est qu'est-ce qui va valider la valeur de votre API, comme un logiciel, et j'y reviendrai. Enfin, après la méthodologie, est-ce que ça pourrait être un problème de collaboration, selon vous? Au moins aussi critique que la méthodologie, ça peut être, et même ça doit être considéré un problème de collaboration. La conception d'une API, par définition, c'est un fournisseur qui expose à des consommateurs. Donc vous avez de la collaboration au cœur du truc. Il faut nécessairement, au-delà des outils qu'on a déjà vus, avoir des rituels pour que les personnes, les sachants qui sont pertinents, soient présents et fournissent bien tous les inputs, les idées, les demandes, les besoins, qu'il faut arbitrer, prioriser en fonction de leur valeur ajoutée, qu'on puisse obtenir du feedback en fonction des personnes si elles ne sont pas toujours présentes, des démonstrations pour donner l'occasion d'avoir ce feedback, et former, accompagner toutes les parties prenantes au fur et à mesure. La collaboration, en fournissant tous les rituels qui permettent vraiment de faire émerger tout ça. La documentation est clé, comme pour tout logiciel, mais encore plus pour une API, et encore plus si elle est ouverte. Vous devez vraiment documenter ce que vous exposez, comment s'en servir. Là-dessus, 8OS est une manière de documenter. En quelques mots, c'est un moyen d'indiquer dans votre API elle-même comment l'utiliser en fournissant les bons pointeurs, en fournissant et en disant vous êtes arrivé sur telle ressource, voici les prochaines ressources sur lesquelles vous pouvez aller. C'est une forme de documentation qui peut aider à vos développeurs, à votre communauté d'utiliser votre API. En conclusion, une API amène des spécificités, on l'a vu, mais c'est un logiciel. Ça reste un logiciel. On a un nouveau vocabulaire, ressources, entités, ce que vous voulez. On utilise un petit peu, on redécouvre quelque part un petit peu le protocole HTTP quand vous utilisez les headers pour le versionning, pour un certain nombre de choses qu'on n'avait pas forcément en tête. Et on a un outillage un peu particulier qu'il faut choisir, un peu comme toute techno. Mais fondamentalement, c'est pas ça le sujet. Ça, c'est des points d'attention, mais c'est pas ça la condition de succès. La condition de succès, au final, c'est de considérer l'API comme un logiciel
Et donc le logiciel aujourd'hui, il fonctionne lorsque vous êtes prêt avec vos consommateurs, vos utilisateurs. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez l'occasion de tester vos idées en les prototypant, en les montrant. Les concepts théoriques, et Dieu sait qu'il y en a souvent en informatique, vous les appliquez de manière pragmatique, au fur et à mesure. Vous testez ce qui marche et vous bâtissez dessus. L'outillage moderne, état de l'art, évidemment. Apprendre de ses erreurs, itérer, s'améliorer. Là, on est à fond dans le lean, c'est pareil pour les API. Et enfin, la collaboration, on en a parlé, elle doit être forte entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes. En conclusion, je vous dirais vraiment la méthodologie et la collaboration avant les concepts et les outils, même si c'est vrai qu'avec les API REST, aujourd'hui, on a tendance à s'engouffrer rapidement dans les derniers. J'espère que c'était clair. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Oui. Qu'est-ce qui, selon toi, fait aujourd'hui office de modèle en termes d'API? Twitter, Facebook, c'est plutôt correct ou ils peuvent faire mieux? Ils pourront toujours faire mieux, mais c'est des bons exemples. C'est clairement des leaders, on peut rajouter PayPal. Le truc avec ces API, ce qui sont souvent à parler récemment avec ces API-là en particulier, c'est qu'ils ont un peu mal géré leur changement de version, notamment Twitter, qui a été assez décrié. Et c'est une pratique dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que l'API, la version d'API doit être bonne. Ce qui est encore plus important qu'une bonne version d'API, c'est comment on gère la transition vers la prochaine version d'API. Et là-dessus, il y a des discussions qui sont en cours, parce qu'on est toujours en train de chercher un petit peu les bonnes pratiques dans ce domaine-là, qui est relativement nouveau. Et indépendamment des pratiques, ce qu'il faut avoir en tête, c'est encore une fois l'expérience développeur, comment accompagner ces développeurs de faire en sorte qu'ils restent quelque part fidèles à l'API. L'échec relatif, mais en tout cas, quelque part, l'excuse qu'a dû présenter Twitter récemment, c'était sur le fait d'avoir quelque part abandonné ses développeurs en changeant de version. Ce point-là est limite plus important qu'aujourd'hui des concepts plus importants. On est sur la méthodologie, encore une fois. Oui. Oui, Tom. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour faire un changement de version d'API? Quelle stratégie de versionning et d'évolution? La question c'est, qu'est-ce que je recommande pour la gestion des versions et la migration vers une nouvelle version? Le principal point d'attention, c'est rester proche de ces développeurs, encore une fois. Là-dessus, il y a plein de moyens. Ça peut être effectivement des moyens, des mailing lists, des forums, une communauté, en fait, les moyens habituels d'une communauté, la doc. Un autre moyen, ça peut être aussi, d'un point de vue technique, lorsque vos consommateurs vont appeler votre API, de leur donner, soit dans les headers, soit dans un champ prévu à cet effet, des nouveautés, enfin les informations sur l'état de l'API et les informations à venir. Donc il y a le choix des canaux, plus il y en a, mieux c'est. Anticiper également, c'est-à-dire que vous ne faites pas une migration en annonçant, au fait, dans un mois, l'API version 2 va sortir, pensez bien à migrer. Le délai recommandé, c'est plutôt 1 an. Et on a vu plutôt des cas où, même au-delà de la durée qui était prévue, on donnait durable. C'est vraiment important de ne pas perdre vos développeurs qui sont vos ambassadeurs lors d'une migration. Je pense vraiment qu'il ne peut rien avoir de pire, parce que ça démontre au final qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en vous, qu'ils sont prêts à vous larguer. J'insiste sur l'exemple de Twitter, parce qu'il est assez marquant aujourd'hui parmi, quelque part, les grandes API des grandes sociétés qui ont mal géré une transition comme ça. Oui. Donc on parlait là de Lean Startup, enfin de Lean, Ouais. souvent de l'UX dans le Lean. Qu'est-ce qu'un UX peut apporter dans le développement d'une API? Alors, plusieurs choses. Deux niveaux me viennent en tête. Déjà, quand on dit UX, dans ma tête, je pense souvent notamment aux personnages, je pense aux consommateurs, le côté expérience, effectivement, justifier le besoin. Donc, que vos consommateurs soient dispo, que ce soit des personnages, des bâtiments, n'importe quoi, utilisez bien toutes les ressources à disposition pour être sûr que ce que vous bâtissez a une utilité derrière, d'une part. D'autre part, sur le côté plus user experience pure, on a vu qu'il y avait user experience développeurs, donc ils sont nos ambassadeurs. C'est aussi lié à ce que vous leur fournissez comme API d'un point de vue technique, mais aussi comme doc. Aujourd'hui, la doc est critique, vraiment, pour le succès d'une API. Une API qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas utiliser, c'est une API quelque part qui a échoué, quoi. Elle a échoué.
Pour que l'API elle soit rend populaire, il faut que les gens ils arrivent sur la page. Ça peut être une doc générée, notamment les trois grands formats qu'on a vus, ils ont des moyens de générer de la doc. Ça peut être la doc Word éventuellement, libre à vous, enfin plutôt HTML Word d'ailleurs, mais ce qu'il faut c'est que ce soit clair. Et ça on est typiquement dans l'UX, dans la DX, c'est l'expérience, faire que ce soit un plaisir d'utiliser notre API, ça doit être simple. Oui. Tu disais qu'il fallait éviter de faire une API pour un unique consommateur, Oui. mais aussi qu'il fallait pas en faire une qui se prête à absolument tout. Néanmoins, il faut avoir une base d'utilisateurs rapidement. Ça, c'est quoi le bon nombre de consommateurs pour débuter? Le minimum. À partir de combien tu te dis que si cela arrive à s'en servir, c'est bon, elle risque de marcher? C'est comme un logiciel. Il y a des early adopters, s'ils valident le proto, c'est qu'on est sur la bonne voie. Combien il en faut minimum? J'ai envie de dire suffisamment, j'en sais rien, ça dépend. J'ai vraiment pas de nombre exact à donner à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, on ne soit pas en train de se leurrer. Il n'y a rien de pire, comme un logiciel, encore une fois, que de s'enfermer en disant on a fait le produit qui va bien avec la valeur ajoutée qui pour nous est évident, et qu'une fois dehors, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. L'API, c'est pareil. Si 3 développeurs qui ont de l'expérience, qui connaissent le besoin, suffisent à dire que l'API est géniale et vraiment c'est la bonne direction, bah, c'est 3 développeurs. Mais si on n'est pas sûr qu'il en faut 10, bah, ce sera 10. Encore une fois, comme un logiciel. Oui. Est-ce que vous avez des patterns pour gérer la pagination? Oui, non, alors, est-ce qu'il y a des patterns pour gérer la pagination? pour gérer la pagination. Aujourd'hui, ce serait plutôt dans les headers. On a tendance à penser, dans certaines écoles de bonne pratique, mais c'est ce que je vois le plus aujourd'hui, que c'est une responsabilité des headers, qu'on ne veut pas, que pour nous c'est un besoin d'abord technique, que les headers s'y prêtent bien, qu'on ne veut pas forcément gérer ça dans l'enveloppe JSON ou autre chose d'ailleurs. C'est plutôt la bonne pratique vers laquelle je tends à pousser. Et pour renforcer ça, il y a des statuts HTTP qui disent aussi que la réponse est incomplète, etc., qui tendent à dire qu'on peut encore questionner pour avoir plus. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'idée de REST, utiliser les moyens du protocole. Oui. Est-ce que vous avez des outils à recommander pour faire des tests fonctionnels au niveau de l'API? Non. Non, là-dessus, il n'y a pas de vraie approche unifiée qui fait consensus aujourd'hui. L'approche qui tend à faire consensus, c'est plutôt ce qui marche bien pour votre société. Que ce soit des injecteurs, que ce soit CIA, que ce soit j'en sais rien, qui vous offrent un moyen de tester votre truc plutôt en mode intégration, parce qu'à mon sens, c'est ce qui fait sens. Si ça marche pour vous, que vraiment ça vous permet d'avoir des tests pertinents qui évitent la non-régression, dans ce cas, c'est vraiment la bonne approche. Il n'y a pas vraiment de consensus à mon sens sur ça. Ça vous arrive, lors de vos Dernière question. Pardon. interventions, de conseiller aussi sur le staffing, c'est-à-dire Oui. conseiller par exemple que les équipes API tournent, qu'on passe en mode évidemment de l'API, mais aussi en mode consommatrice, pour se confronter concrètement à l'implémentation, à l'utilisation de leurs propres API. Alors la question c'est, est-ce qu'il m'arrive de préconiser en mission que les fournisseurs de données voient un petit peu ce qui se passe du côté du prisme consommateur? C'est ça? Eh bien, j'essaie de tout faire pour que les deux mondes se rapprochent. Et malheureusement, le dernier problème qui est le problème de collaboration sur lequel j'ai insisté, un problème que je rencontre souvent. Et j'ai tendance, bien que je pousse un maximum, je n'arrive pas forcément à le pousser autant que j'aimerais dans toutes ces organisations, à mettre effectivement les fournisseurs côté consommateur qui voient bien le besoin que pour eux, notamment quand on est dans la technique, quand on adore ça, on se dit mais attends, j'ai fait un service REST JSON, il est génial, quoi. Je comprends pas pourquoi les développeurs n'arrivent pas à s'en servir. Sauf que quand on regarde le truc, en fait, pour arriver à s'en servir, c'est une orchestration d'appels dans un certain sens avec des données qui sont pas évidentes à trouver, et c'est évident que ça marche pas. Donc faut pousser. Ça peut être une technique de mettre les uns à la place des autres, mais globalement, il faut des rituels pour échanger un paramètre. Une dernière question. En off après, si vous souhaitez. Merci à tous.